Vous écoutez Radio Canu, à l'instant c'était Gong avec Guitare Zéro. Juste avant c'était Timbao numéro 5 de Orlando Cachaito Lopez. Et encore avant c'était le morceau caché du disque de Philadelphia Experiment, 102.2. J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. D'accord, faisons comme ça. Ravi de t'avoir revu, l'ami. Le complexe du Corbeau, tous les lundis de 17h à 18h sur Radio Canu. Putain, on a oublié la phrase choc. Bonjour à tous, vous êtes toujours sur Radio Canu 102.2 et pour la première fois, vous allez pouvoir écouter le complexe du Corbeau. Donc le complexe du Corbeau, pendant 1 heure, c'est une émission associative de débat sur la fait d'actualité, mais vous pourrez également entendre pas mal de chroniques culturelles, pas mal de revues de presse et également un agenda associatif et un billet d'humeur du LBB. Alors, pour cette première émission, je vais quand même vous présenter nos chroniqueurs et toute l'équipe. À la technique, ce soir, c'est Marion Carrette qui aura également une chronique revue de presse. Marion Carrette, du coup, qui est secrétaire de la rédaction au Lyon Bondy Blog. Également avec nous, Milena Surbled, qui co-anime avec moi ce soir, qui est coordinatrice des ateliers médias au sein de l'association Esprit Critique. Également présent Pierre Gerbeau. Bonsoir. Qui nous vient de Freelance, rédacteur à Freelance. Manon, qui nous fera une chronique pour le Journal International, Manon Duret. Bonjour. Et nos invités, Karim Camara, qui vient en tant que homosexuel, qui viendra témoigner, parce que c'est le débat que nous aurons en fin d'émission, sur la montée de l'homophobie. Et Sarah Wilder, qui nous vient qui est là en tant que président de l'association Rimbaud, qui lutte contre l'homophobie. Bonsoir. Bonsoir. Donc, pas mal de monde nous ont demandé pourquoi le complexe du Corbeau. Pourquoi le complexe du Corbeau ? Pierre, pourquoi le complexe du Corbeau ? Milena, pourquoi le complexe du Corbeau ? Pourquoi le complexe du corbeau ? Moi, ce que j'ai retenu, c'est que c'est avant tout parce que le corbeau est le seul animal qui est sociable, c'est-à-dire qu'il se rassemble le soir pour discuter avec ses congénères. Et ça tombe bien parce que nous, notre émission est le soir. Oui, parce qu'il faut quand même rappeler à nos auditeurs que ce soir, c'est exceptionnel. Donc, vous nous écoutez là, actuellement, il est 20h. Mais vous pourrez nous retrouver tous les lundis de 17 à 18h en direct. Il faudra peut-être expliquer quand même. Le complexe du Corbeau, mais à la base, c'était pas ça. À la base, on avait quoi ? À la base, oui, c'est vrai que c'était plutôt un délire entre nous. On se posait des questions, on se disait, oui, qu'est-ce qu'on va pouvoir donner comme titre à notre émission ? Et on est parti en délire sur le complexe du kangourou. Je ne sais plus comment c'est arrivé à ça. Et après, on s'est dit, ouais, mais le complexe du kangourou, c'est cool, mais en fait, ça veut dire quoi ? Et on s'est rendu compte que le complexe du kangourou, ça désigne un père qui se rend compte que son enfant n'est pas le sien. Et on s'est dit, ça va pas du tout, parce que notre émission, c'est pas trop ça, quoi. Il y avait aussi comme proposition Fréquence Jeune de ton asso, de la part de ton asso. Fréquence Jeune, pourquoi Fréquence Jeune ? Franchement, j'en sais rien. Et il y a eu beaucoup d'autres propositions qui, je trouve, étaient tout aussi, pas représentatives. Donc, on a gardé finalement le complexe du corbeau. Bon, on va quand même faire un petit tour de table pour plus se présenter. Donc, Pierre Gerbeau, rédacteur à Freelance. Tu peux nous parler vite fait de Freelance et de toi ? Ouais, donc Freelance, c'est un webzine lyonnais, donc on est notamment calé sur la musique et sur le hip-hop. Voilà, on est aussi assez sport, avec l'équipe de hockey de Lyon. Et, voilà, que tu couvres. Que je couvre, voilà. Et on s'éclate aussi à faire des papiers politiques, voilà, un peu décalés. Voilà. Milena, avec Esprit Critique ? Avec Esprit Critique, donc c'est une association qui fait la promotion de la liberté d'expression des jeunes. Et c'est dans ce cadre-là qu'on organise des formations d'initiation aux médias, donc c'est-à-dire comment faire de la photo, comment monter une vidéo, etc. Et ça a lieu tous les lundis de 18h à 20h à la maison des étudiants. Donc c'est notre activité principale. Manon, avec le Journal International, tu peux peut-être nous présenter ce média associatif ?
Donc moi je suis Manon, rédactrice au Journal International. C'est un journal qui est basé sur Lyon mais dont la force principale réside dans un réseau de correspondants à travers le monde qui permet d'avoir une actualité récente et sur de l'actualité internationale qui passe quand même assez inaperçue. Voilà. Avec combien de correspondants ? 70 je crois bien. 75. Et on a aussi le Lyon Bondy Blog, donc représenté par Marion, mais là, elle est actuellement en technique pour sa première fois. Tu peux peut-être on peut parler du Lyon Bondy Blog quand même. Le Lyon Bondy Blog, en fait, c'est un média associatif lyonnais qui parle de l'actualité lyonnaise dans les quartiers. Voilà, c'est ce qu'on peut dire en résumé très rapidement, mais la prochaine fois, je vous promets, on développera plus. Alors pour nos invités, petite présentation rapide. Sarah, avec l'association Rimbaud. Voilà, donc moi je suis Sarah Widler, je suis présidente de l'association Rimbaud, qui est une association lyonnaise aussi, qui a 4 ans maintenant et qui s'occupe en fait de faire des permanences pour les jeunes de 15 à 25 ans qui se poseraient des questions sur leur orientation sexuelle et affective, réelle ou supposée. On fait également de la prévention dans les lycées, les collèges, les centres sociaux, par des interventions en milieu scolaire, en milieu socio-éducatif, pour faire de la prévention sur la lutte contre l'homophobie, donc, qui est notre cœur de cible. Vous êtes beaucoup d'associations, enfin vous comptez combien de membres ? Alors on est à peu près 25 membres cette année, donc on se renouvelle assez régulièrement. On a eu beaucoup de nouveaux arrivants et qui nous constituent une équipe force de proposition et force d'action. Et nous avons Karim. Donc je me présente, Karim Gamara. Je suis donc membre aussi de l'association Esprit Critique, donc avec Milena, depuis 1 an à peu près. Je suis étudiant en 3e année d'une licence en communication. Et je viens ici donc parce que je suis homosexuel et parce que ça fait pas si longtemps que ça que je l'assume et que c'est un débat qui m'intéresse vraiment, réellement. Donc on parle d'homosexualité pour cette première émission, car en deuxième partie, donc la partie la plus intéressante de cette émission, enfin peut-être, c'est surtout le débat. Donc ce débat sera toujours fondé sur un fait d'actualité national ou international, et nous avons choisi, puisque le mariage pour tous vient d'être accepté, nous avons choisi: y a-t-il une montée de l'homophobie en France ? Tout de suite. Donc tout de suite, c'est la revue de presse présentée par Marion, donc sur l'actualité vue par les médias associatifs. Un petit problème technique pour cette première. Marion, on t'attend. Monter... Bon, Radio Canu est assez vintage, alors il faut attendre. Il faut pas se presser. J'ai lu un livre une fois. Ça m'a rien fait, disait Pierre Richard dans Le Jumeau, le film de 1984. Nous, au Complexe du Corbeau, sur Radio Canu, on ne vous propose pas de lire des livres, mais plutôt de lire les journaux. Ou mieux encore, de nous écouter parler de journaux à la radio. Et oui, vous l'aurez compris, c'est l'heure de la revue de presse. Alors au menu de cette semaine, sur le Lyon Bondy Blog, on a le 3e article de la série sur les vendeurs de listes. Vous savez, ces arnaques bien organisées et plus ou moins légales, qui consistent à vendre des listes d'appartements pour 200 ou 300 euros. Des appartements qui sont parfois pas libres, qui ne correspondent pas toujours aux critères demandés. Des listes vendues évidemment sans garantie de trouver appart à son pied. Après le témoignage d'une arnaquée, puis un reportage sur les mouvements de contestation de la Confédération étudiante contre cette pratique, l'auteur de l'article nous propose une enquête en infiltration à lire si on ne veut pas se faire avoir. Sur le site Candidat à rien, entre un article sur Thatcher et les Malouines, à ma droite, et sur un gazoduc irano-pakistanais à ma gauche, on peut trouver une petite pépite signée Monsieur Biche, la critique du film L'écume des jours. Pour l'auteur, c'est une adaptation réussie esthétiquement, mais qui ne surprend pas et ne reproduit pas l'émotion pure qui habitait le roman de Boris Vian. Une bonne adaptation donc, mais peut-être pas assez ambitieuse. En tout cas, pas aussi réussie que cette analyse cinématographique. Et enfin, on peut noter la sortie du tout dernier né de Foutoir. Enfin là, tellement attendu,
Le zine, plus qu'impertinent mais toujours drôle, sortait ce 24 avril un spécial blague. Ce numéro a été réalisé en partenariat avec le Yaka Yaka, premier web journal satirique de Tunisie, et un collectif lorientais, West Fisting. Ça promet. Bon, j'espère quand même que ça vous aura donné des petites envies de bouquiner. Après cette superbe revue de presse signée Marion Carrette, on va tout de suite passer à l'actu internationale avec Manon Duret qui va nous cibler une actu pour le moins assez spéciale puisqu'on va parler de l'Érythrée. Jingle. Bonjour. Alors, moi je vais vous parler de l'Érythrée, un pays dont personne ne parle avec une actualité pour le moins inquiétante. Tout semble annoncer une guerre imminente dans le pays, mais aucune presse indépendante là-bas ne permet de saisir ce qui s'y passe réellement. L'Érythrée est un pays dont la plupart des gens en Occident ne savent même pas situer sur une carte. Donc c'est un petit pays d'Afrique de l'Est, dans ce qu'on appelle la Corne d'Afrique, au bord de la mer Rouge. Ses voisins sont l'Éthiopie, le Soudan, la Somalie. Une région malheureusement réputée pour ses famines et son instabilité politique. Il faut savoir que c'est une ancienne colonie italienne qui a été annexée par l'Éthiopie après la Seconde Guerre mondiale et qui n'a retrouvé son indépendance qu'en 1993. C'est donc un pays neuf. Suite à un conflit territorial, l'Érythrée et l'Éthiopie entrent en guerre entre 1997 et 2000. Depuis, Érythrée et Éthiopie sont en guerre froide. Le dernier conflit armé date de 2012. Autant vous dire que les tensions sont loin d'être apaisées. Aujourd'hui, on est donc face à un cocktail inquiétant. D'une part, l'Érythrée est un pays qui se ferme de plus en plus, en rupture diplomatique avec ses voisins, fragile économiquement et qui cherche à déstabiliser la région en pratiquant des alliances dangereuses. Le président, Isaias Afewerki, à la tête du pays depuis son indépendance, se revendique du marxisme et, de l'autre côté, finance les islamistes somaliens. Ce qui lui vaut des sanctions internationales et n'est pas le seul de ces paradoxes. Car par ailleurs, la dictature instaurée par Afewerki est en train de vider le pays. Le service militaire, illimité, pousse les hommes à l'exil vers l'Israël, l'Égypte et l'Occident. Le 11 septembre 2001 a été une date clé en Érythrée. Alors que le monde regardait ailleurs, Afewerki a procédé à une purge de son gouvernement qui menaçait de le renverser. Tous les journalistes ont alors été arrêtés. Autre fait inquiétant, le 21 janvier dernier, il y a eu une tentative de coup d'État dans la capitale, qui s'est soldée par un échec. Mais les exilés racontent que le gouvernement distribue des kalachnikovs aux civils pour se protéger. La question est de savoir se protéger de qui, se protéger de quoi. Le problème dans cette histoire, c'est que comme l'État interdit tout journaliste occidental d'entrer dans le pays et que la presse locale est bâillonnée, il n'y a aucun moyen d'être sûr de ces informations. Depuis le coup d'État, par exemple, c'est silence radio. Si la guerre éclate contre les voisins ou au sein même de l'Érythrée, les seules informations qui filtreront seront les données officielles et les dires des familles d'exilés politiques. Il faudra donc rester très vigilant. Pour plus d'infos, je vous propose de retrouver, d'aller voir l'article sur l'Érythrée et d'autres infos tout aussi intéressantes sur lejournalinternational.fr. Merci Marion de nous avoir parlé de l'Érythrée. Alors, après, il y a pas mal d'infos, donc de l'info lyonnaise avec le Lyon Bondy Blog, l'info internationale que vous pouvez retrouver sur son site, également avec le Lyon Bondy Blog, et le complexe du Corbeau, c'est aussi un peu de musique. Donc, chaque semaine, on vous fera découvrir un groupe lyonnais, mais aussi national, ou voire un groupe international, pourquoi pas. Donc, pour cette première, on a eu envie de vous faire découvrir Jazzeba, donc un groupe de jazz funk, originaire de Lyon, mais en même temps, sont aussi ardéchois, et ça, ils m'ont bien dit de le dire. Donc, tout de suite, on va écouter quand même leur témoignage, puisque nous sommes allés à leur rencontre. Marion, est-ce que tu es prête ?
Jazz et Bass with Machine, on est un groupe de funk lyonnais, à moitié ardéchois. Un groupe de funk un petit peu soul aussi, parce qu'on a des plages aménagées pour le chant. On a une chanteuse qui s'appelle Celia Kameni qui chante régulièrement avec nous. Et un autre chanteur qui s'appelle Jim Lowden qui intègre le groupe très récemment. Donc un groupe de funk organique pour faire bouger un petit peu les foules et faire danser les gens qui viennent au concert. Voilà, du coup on a sorti notre premier EP là, en début d'année. Un EP de 11 titres avec 2 featuring, dont Celia Kameni qu'il y a évoqué précédemment. Et on a aussi un américain, Noise Crowdin, un papy de la P-Funk. Du coup, on est bien content de l'avoir sur ce CD. Alors, le noyau du groupe se connaît depuis très longtemps, c'est presque un groupe de lycée. Après, le groupe en tant que tel existe vraiment depuis 2 ans maintenant. On a eu tourné pas mal l'année dernière. Cette année, avec la préparation du CD, on s'est pas beaucoup occupé de tout le réseau pour trouver des dates. Donc, on a quand même quelques dates cette année. Mais vu qu'on a beaucoup travaillé sur la préparation de notre album, là, l'album étant sorti maintenant, on va s'y remettre et on a quand même beaucoup de plans pour tourner. Notamment grâce à un concours qu'on a fait qui s'appelle Esprit Musique. On a remporté la phase régionale, donc ça nous permet d'avoir une visibilité au niveau national assez importante. Donc il y a des bons plans pour la suite, maintenant il faut les exploiter. Jazz et Bass, c'est pas seulement un groupe qui est en train de monter, c'est surtout pas mal d'influences. Donc des influences jazz et funk. Nous, ce qu'on nous a dit de l'extérieur, c'était l'influence de James Brown. Il y en a qui ont reconnu du Jamiroquai dans notre musique. Il y en a qui ont reconnu du Electro Deluxe pour les plus connaisseurs en jazz. C'est pas forcément le cas à chaque fois, mais on peut retrouver un peu de ces influences-là. Des influences, mais surtout... Il manque un son. Non, mais c'est surtout un groupe qu'il faut vraiment découvrir, qu'on va écouter dans quelques instants. Mais avant, il tenait quand même à nous donner un petit message. Of Mind, c'est une musique qu'on aime bien, c'est un peu notre premier single, donc qui est disponible aussi sur la compilation Esprit Musique, qu'on vous invite à écouter. Il y a pas mal de rock, mais on est là à l'intérieur aussi. C'est un état d'esprit, en gros, c'est vu le bordel actuel qu'il y a en ce moment, se rassembler, danser et être content, quoi. C'est Célia qui a écrit les paroles. Moi j'ai écrit la musique avec tout le groupe. Merci à toi, merci à Radio Canu de nous avoir permis de pouvoir faire cette promotion. Et n'hésitez pas à nous suivre sur MySpace, Facebook et tous les réseaux sociaux. On s'enverra d'époque. Voilà, on s'enverra d'époque tout en écoutant un de leurs titres. Donc on va écouter tout de suite State of Mind. Hey guys, let me tell you what Sweet is about. Look around, man, take a minute. Your everyday life is always the same. As everybody you behave like a puppet. Oh, don't you think that it's a shame? Your state of mind get you into trouble. My groove, my rhythm sound like freedom. The music of my soul get me away from it all. Your state of mind get you into trouble. My groove, my rhythm sound like freedom. Just leave it and get into my world. Whatever you say and worth the time. Life and nothing but a good time. Good loving. Feel right. Don't worry, honey. Yeah. Don't you fear to enjoy your life. Gotta forget all the shit I say and turn up the volume if you wanna feel the groove. Let your mind get into the music. The conversation, education, manipulation, and good to me. They all look the same, all think the same. Wonder if they also fuck the same. Life and nothing but a good time.
c'est de la funk. Alors, où on en est? Donc voilà, vous venez d'écouter Jazzeba, vous êtes toujours sur Radio Canu 102.2 et vous écoutez en ce moment même la première émission du le complexe du Corbeau. Donc ce soir, nous sommes vos corbeaux. Donc là, on vient d'écouter Jazzeba, donc un groupe lyonnais, voilà, funk, jazz. Vous pouvez les retrouver sur leur MySpace, www.myspace.com/jazzeba. Et on va commencer la partie la plus intéressante. Et oui, car aujourd'hui, on va s'interroger à savoir, y a-t-il une montée de l'homophobie en France et ailleurs dans le monde aussi, peut-être en Afrique, si on a un peu de temps. Alors, pour commencer, on va écouter un témoignage donc, d'une personne qui va nous dire ce qu'il pense de la montée de l'homophobie en ce moment. Il y a une montée fulgurante de gens qui sont homophobes. Il y a eu beaucoup d'agressions sur Paris, notamment des bars qui sont un peu gay-friendly. Beaucoup d'agressions un peu, on va dire, extrême droite. Et c'est un peu dommage parce que arriver en 2013, avoir cette mentalité un peu à la con, c'est un peu dommage. Voilà, donc pour commencer, je vais demander d'abord à Sarah, donc, qui est présidente de l'association Rimbaud, ce qu'elle peut nous dire, elle, ce qu'elle pense de l'homophobie en France. Est-ce qu'il y a eu une montée, selon toi ? Alors moi, je ne sais pas si on peut parler de montée de l'homophobie, mais on peut parler de mise en lumière de l'homophobie qui était déjà en France depuis moultes années. Faut savoir que en France, l'histoire de l'homosexualité, c'est une histoire compliquée. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Elle a été dépénalisée, elle a été moins incriminée à des moments dans l'histoire. Et puis après la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, on a été sur du fichage de personnes homosexuelles, par exemple. Donc déjà, l'histoire en France est un peu compliquée. Après, on a été assez précurseur dans le fait de la dépénalisation de l'homosexualité, puisqu'on l'a fait en 82 avant tous les autres pays, en fait. Sauf que maintenant, ce qu'on peut voir là avec cette année, avec ce débat qu'il y a eu sur le mariage pour tous et sur l'adoption pour les couples de même sexe, ce qu'on peut voir, c'est que il y a eu des milliers de personnes qui sont descendues dans la rue pour refuser des droits, en fait, à des personnes. Des gens d'ailleurs qui ne se disent pas homophobes, puisqu'apparemment ils ne connaissent pas la définition de l'homophobie. A priori, refuser des droits à des personnes comme tout le monde, c'est de l'homophobie, en l'occurrence. Donc je ne sais pas si c'est une montée ou si c'est juste une mise en lumière, une explosion comme ça auquel on a eu droit durant l'année précédente. Alors justement, j'aimerais savoir quelle est la définition de l'homophobie. Alors, c'est une définition un peu compliquée. Alors, il y a plusieurs manifestations en fait de cette homophobie. Ça peut être très violent. Ça peut être, alors c'est un rejet. A priori, c'est un rejet. C'est une haine des personnes des couples de même sexe, des personnes qui auraient une orientation sexuelle ou affective pour une personne du même sexe que soi. Donc voilà, c'est ce rejet. Et ce rejet, il se manifeste de plein de manières. Il se manifeste par des insultes, par des agressions, par de l'isolement. On met à l'écart les personnes. C'est une homophobie, on peut parler aussi d'homophobie d'État, puisque quand l'État refuse les mêmes droits à ces personnes, c'est de l'homophobie, c'est une discrimination. Ça peut être de la discrimination dans le cadre du travail, plein de choses comme ça. Et en gros, ça serait la définition de l'homophobie, mais effectivement, c'est plein de petites choses. Et là, juste le fait de dire je ne suis pas homophobe, mais je ne veux pas qu'ils aient des enfants, parce que quand même, ça c'est de l'homophobie, par exemple. Et toi, Karim, tu en penses quoi de l'homophobie en ce moment ? Eh bien, moi justement, je souhaite rebondir sur ce que Sarah vient de dire. Je pense effectivement qu'il y a une hypocrisie par rapport à l'homophobie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens effectivement qui s'opposent à cette égalité et qui refusent de se dire homophobes. Et effectivement, tu parles de rejet et de haine, mais je pense effectivement que ça va au-delà de ça. C'est quand on stigmatise, c'est l'intolérance, et c'est refuser aussi qu'une communauté ait les mêmes droits, tout simplement. Je veux dire, aujourd'hui, comment est-ce qu'en 2013, dans un pays comme la France, où on défend la liberté, l'égalité et la fraternité, on peut refuser ce droit à deux adultes consentants, responsables, de s'unir devant la société et de fonder une famille. C'est quelque chose que moi, je n'arrive pas à comprendre. Et je sais que dans ma propre famille, il y a
il y a eu cette hypocrisie, je trouvais, et cette incohérence au niveau de la position, parce que ça a été très difficile aussi. C'est-à-dire que c'était on t'aime et on t'accepte, mais on ne rencontrera jamais ton petit ami, et voilà, on va te soigner, on va t'accompagner, tu vois. Et c'est ça qui est difficile, c'est-à-dire que même toi, en tant qu'enfant, tu te retrouves face à tes parents à te dire, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je coupe ? Est-ce que mes parents sont homophobes ? Et si c'est le cas, c'est vrai que c'est pas facile à accepter. C'est quelle position avoir face à une telle intolérance ? Et moi, ma réponse, je l'ai eu il y a quelques jours. Pour moi, il faut être intolérant face à l'intolérance. C'est-à-dire que l'intolérance, elle est... Enfin, pour moi, la tolérance, en tout cas, elle est totale ou elle n'est pas. On est tolérant et on accepte l'homosexualité, donc on accepte que deux hommes puissent s'aimer et donc puissent s'unir devant la société comme un couple hétérosexuel, puissent avoir des enfants, ou alors on ne le tolère pas. Mais il n'y a pas de demi-mesure entre parenthèses. Je rebondis aussi sur ce que Sarah dit quand elle parle de mise en lumière, et pour moi, c'est exactement ça. Je pense pas qu'il y ait eu de montée de l'homophobie. Je pense effectivement que là, les gens se sentent juste beaucoup plus libres de s'exprimer et de dire ce qu'ils pensent. Mais quand je vois aujourd'hui les gens dans la rue, moi je n'ai aucune surprise. Ça ne m'étonne en rien. Je pense clairement qu'il y a beaucoup de gens jusqu'à aujourd'hui qui avaient effectivement cette vision de l'homosexuel comme quelqu'un de malade, quelqu'un peut-être d'anormal. Et le fait aujourd'hui qu'on explique à ces gens que justement ces homosexuels vont avoir les mêmes droits qu'eux, là tout d'un coup effectivement ils se sentent libres de dire ce qu'ils pensent, mais au fond ils le pensaient, je pense, depuis le départ. Donc pour moi c'est vraiment ça, c'est juste une mise en lumière. On pourrait dire qu'on vient avec cette loi qui vient de passer, on vient de véritablement voir le visage de la France. Donc est-ce que pour vous, la France au final est homophobe ? Alors, on peut pas dire la France est homophobe, parce que la France c'est qui ? La France c'est tellement de choses que ça serait généralisé. Par contre, ce qu'on peut dire de manière générale, que ce soit l'homophobie ou le racisme ou beaucoup de choses, ce que moi je note en France, j'y suis depuis 10 ans, je suis français, mais ce que je peux observer, c'est qu'il y a souvent une hypocrisie en fait. C'est-à-dire qu'on veut se donner effectivement cette image de pays de la liberté, de la tolérance. Depuis la 5e, on nous rabâche la Révolution française, des valeurs, les droits de l'homme. Et en fin de compte, concrètement parlant, quand on s'imprègne un peu de l'atmosphère et des mœurs françaises, on se rend bien compte qu'il n'y a rien de tout cela. Et c'est juste ça. C'est que si c'est la position des mœurs françaises, il faut l'assumer. Il faut pas se prétendre aussi ouvert, je pense. Moi, j'ai une question quand même à vous poser à tous. C'est qu'on a vu que la Manif pour tous avait rassemblé pas mal de personnes, donc notamment le 13 janvier où ça a été vraiment une mobilisation sans précédent pour eux. Et en fait, ce que je me disais, c'est que est-ce que ces organisateurs de la Manif pour tous n'ont pas influencé eux aussi une partie de la société ? Et la société s'est dit, ah oui, ils ont raison, en fait, pourquoi est-ce qu'on accepterait que 2 femmes ou 2 hommes puissent se marier et puissent avoir des enfants ? Pierre ? Ouais. Donc moi je pense que cette manif pour tous, on a une société un peu qui est en train de se tendre de chaque côté. De par plusieurs choses à mon avis, la crise, je pense que la crise, les chiffres du chômage, etc., ça y joue. Ça fait que la société se tend par ces deux bouts, avec d'un côté une extrême droite un peu homophobe, etc., avec on l'a vu lors de la manif pour tous, donc des débordements, etc. Et de l'autre côté, justement, avec ce débat du mariage pour tous, ça a allumé un peu des braises et ça a donné la parole un peu aux homosexuels de se libérer et d'assumer totalement leur choix. Et par contre, moi, là où je suis pas d'accord avec nos deux invités, vous disiez tout à l'heure qu'on a une mise en lumière de l'homophobie plutôt qu'une montée. Moi, malheureusement, j'ai bien peur qu'on assiste plutôt à une montée de l'homophobie qu'elle prenne de plus en plus d'importance. Alors moi je me permets juste de dire que je pense qu'elle s'exprime de plus en plus et que les gens effectivement qui au départ peut-être ne détestaient pas les homosexuels, mais enfin je veux dire vu que jusqu'à maintenant on n'avait pas les mêmes droits qu'eux, à la limite ça dérangeait personne, mais là tout d'un coup quand on dit les homosexuels doivent avoir les mêmes droits que vous, ils réfléchissent et ils disent non. Donc
au fond que dès le départ ils détestent les homosexuels ou que maintenant qu'on ait les mêmes droits qu'eux, ils nous détestent, pour moi c'est un peu la même chose, c'est qu'au fond c'était des gens qui étaient intolérants et qui n'acceptent pas effectivement que des communautés ou des minorités, si on peut dire ça comme ça, aient les mêmes droits qu'eux. Donc je pense tout simplement qu'il y a une montée de l'expression justement d'une intolérance qui, pour moi, dans les mœurs françaises en tout cas, a toujours été là. Sarah, tu voulais rebondir là-dessus ? Oui, c'est exactement ce que je voulais dire aussi, ce que Karim disait à la fin, que c'est une manifestation, il y a de plus en plus de manifestations. On a remarqué, par exemple, SOS homophobie à Paris, la ligne d'écoute, elle a explosé sur les agressions homophobes, sur les insultes homophobes à la sortie des bars, etc. Et ça, là-dessus, je peux pas te contredire, oui, on a vu une montée de l'expression radicale, haineuse, voilà, des agressions homophobes. Là, pour le coup, oui, c'est vrai. Après, je suis tout à fait d'accord sur ce que dit Karim, sur le fait que c'était là, avant, on n'en parlait pas, ils n'avaient pas de porte-parole. Là, ils ont eu des porte-paroles magiques, splendides, dans Frigide Barjot, par exemple, voilà, qui a été leur porte-parole et qui a tenu à cœur voilà, ce débat-là, si débat il devait y avoir. Et du coup, oui, c'est sur les manifestations, l'agressivité que ça s'est ressenti, effectivement. Là, oui. Est-ce que tu aurais des chiffres par rapport à ces appels, etc. Est-ce que les homosexuels, par exemple, se sentent de plus en plus mal ? Est-ce que tu as des chiffres de par ton association ? Alors, pas de par mon association, parce que nous, on n'a pas directement de ligne d'écoute. On reçoit les jeunes, effectivement, en permanence. Est-ce que, par exemple, est-ce qu'il y a eu une recrudescence de jeunes homosexuels qui sont venus vous voir ? Alors non, qui sont venus nous voir, non pas forcément à Lyon, mais sur la ligne d'écoute, c'est surtout des appels téléphoniques en l'occurrence. Nous on n'en a pas, mais c'est vrai que avec SOS homophobie, avec qui on travaille de temps en temps, eux ils ont, je crois que c'est des chiffres qui ont explosé, genre 40% de plus d'appels sur des insultes homophobes, des agressions à caractère homophobe. Ouais, je rebondis juste aussi sur ça en disant que de ce que moi j'ai pu entendre aussi, il y a aussi une crainte de beaucoup d'homosexuels qui ont pris conscience. Parce que ça fait peur, vraiment, ça fait vraiment peur quand on sort dans la rue et qu'on voit cette horde d'adultes avec leurs enfants, parfois en bas âge, courir, crier, brandir ce drapeau avec un homme, une femme et un enfant, ça fait peur. Moi je sais qu'une fois j'étais à Hôtel de Ville, je sortais de cours, j'ai vu ça, et au début je m'attendais pas à ça, et quand je me suis rapproché, que j'ai vu la moyenne d'âge et que j'ai vraiment eu peur. Parce qu'on se demande si c'est des adultes, on se demande si même quand on exprime un point de vue, il y a une manière de l'exprimer, et là pour moi c'était vraiment ça, c'est que ça fait peur. Et je pense qu'au niveau des homosexuels, effectivement, une grande part ne se sent pas en sécurité, parce qu'on pensait effectivement que les choses avaient évolué. On pensait effectivement que les gens étaient beaucoup plus ouverts. Et là, ce débat-là nous met face à une réalité qui est triste, c'est que c'est pas le cas. Mais le problème, surtout, au final, ce sont ces manifestations. Et ces manifestations, ne peut-on pas dire que c'est quand même la libre expression du peuple, au final, la base, on va dire, de la démocratie? Moi, je pense que la base de la démocratie, c'est l'égalité des droits, en fait. Donc, les manifestations, elles sont légitimes quand on réfute une loi, parce qu'on considère qu'elle ne prend pas en compte les minorités, les travailleurs pauvres, etc. On fait des manifestations en France, c'est un petit peu dans notre culture d'ailleurs de manifester lorsqu'il y a quelque chose de nouveau qui apparaît. Les étudiants, voilà, c'est ça. Les Français sont des râleurs. Non, les étudiants descendent souvent dans la rue, etc. Mais c'est pour aller contrer quelque chose pour lequel ils considèrent que ça leur fait baisser leurs propres droits. Ça ne correspond plus à leurs droits, à ceux dont ils ont besoin, à ceux à quoi ils ont droit, tout simplement. Et du coup, là, c'est la première fois, enfin moi, j'ai jamais vu ça, que des gens en quantité, on parlait de milliers, voire même de millions selon eux, de personnes qui étaient dans la rue pendant le mois de décembre, le mois de janvier, qui manifestaient contre des droits pour des personnes. Enfin, c'est la première fois, moi j'ai jamais vu ça, quoi. Juste pour en revenir à la France surtout, moi personnellement ce qui m'a le plus choqué, c'est le temps que les politiciens ont mis pour adopter cette loi, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, mais cependant j'aimerais savoir votre avis par rapport aux autres pays qui ont déjà depuis longtemps accepté cette loi. Je pense à la Belgique, à l'Espagne. Pourtant l'Espagne est un pays assez conservateur, la Belgique moins. Bon, c'est la Belgique. Mais surtout, quel est votre avis par rapport à l'Europe? Est-ce que c'est simplement la France qui est isolée,
Ou c'est un an sans, parce qu'on a vu aussi l'Angleterre, si je me trompe pas, le Parlement l'a adopté en 70 heures dans ces eaux-là, je crois. Oui, il y a moins de soucis en l'occurrence en Angleterre, mais il y a beaucoup de pays, notamment les pays du Nord, où ça fait 10 ans que le mariage est accepté, ou bien le pacte civil qui est accepté depuis plus longtemps, l'adoption, la PMA pour les couples de femmes, etc. Donc ça, c'est des choses qui évoluent partout dans le monde. Après, on est le 14e pays, donc ça en fait pas non plus des masses, on va dire. La France, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure avec un peu les dates, c'est qu'on a été précurseur à un moment donné sur la dépénalisation, sur l'acceptation, sur le Pacs aussi en 99, on a été un peu précurseur et puis on s'est endormi. Alors après, la faute à qui? Je sais pas, la faute au gouvernement qui ne prenait pas en compte forcément les questions sociales puisque c'était un gouvernement de droite. La faute là maintenant, je sais pas, à la crise, alors ça met plus de temps. Quand les gens descendent dans la rue, on met toujours plus de temps à voter une loi. Et du coup, là, on a mis un peu de temps. Après, on a réduit le temps de parole. Enfin bref, c'était un petit peu n'importe quoi, mais il fallait passer à autre chose parce que ça n'aurait pas mérité effectivement autant de débats, je pense. Pierre, oui. Moi, je ferais un ticket France-Italie. En fait, c'est deux pays qui sont assez conservateurs, vraiment. Et je pense que c'est là on l'a vu depuis les années 2000. Il y a des politiques beaucoup plus conservatrices qui se mettent en place. C'est comme si demain le gouvernement, ce qu'il en est. Du gouvernement italien se mettait à laisse déjà l'Italie avoir un gouvernement, on verra après. Ouais, voilà. Mais ils en ont un pseudo, on va voir s'il fonctionne. Mais voilà, donc admettons, c'est comme si demain en Italie le Premier ministre Lecca. Enrico Letta. Letta, ouais. Je parle pas l'italien. Non, mais voilà, c'est comme si Monsieur Letta demain disait je mets le mariage pour tous, le mariage homosexuel en Italie. Je pense que là aussi on aurait des grosses manifestations du type celle qu'on a vue en France. D'ailleurs, Sarah, tu parlais de Paris, à Lyon. On n'a pas été mieux. Il y a eu des gros Alors, mouvements. Il y a un historique à Lyon qui fait que... Ouais, il y a un historique à Lyon. Ouais. Moi, je tiens juste à rebondir aussi sur ce que tu dis. Le problème là, moi, ça m'étonne pas plus que l'Italie soit aussi fermée que la France. Par contre, ce qui me gêne, c'est que la France clame d'autant plus le fait que c'est un pays qui défend la liberté, l'égalité, la fraternité. Moi, c'est vraiment ça mon problème, et je reviens sur cette hypocrisie. Et c'est pareil, si on doit la comparer, il y a beaucoup de pays que la France dit sous-développés, qu'ils sont en retard et ils n'ont rien compris, qui pourtant ont adopté cette loi. Et nous, grands pays de la Révolution française, on y est, mais très difficilement, et on voit qu'il y a encore des groupes anti qui résistent et qui continuent, etc. Donc c'est ça pour moi, c'est encore cette question de l'hypocrisie française, pour moi en tout cas. Moi, il y a quelque chose qui m'inquiète quand même, c'est que en ce moment, il y a un lien très fort en fait entre les anti-mariage gay français et les anti-mariage gay américains, notamment via une organisation qui s'appelle NON, donc c'est la National Organization for Marriage, et il se trouve que cette organisation en Californie a réussi à faire passer un référendum pour que le mariage entre un homme et une femme seulement soit inscrit dans la Constitution. Donc ça, je trouve ça quand même super inquiétant. Et le fait qu'ils aient des relations très étroites avec les anti-mariages gays français, franchement, moi je suis pas rassurée, quoi. Le problème des États-Unis, c'est que c'est pas le même système politique, et notamment, les États-Unis, c'est un pays fédéral où chaque État, et notamment sur ce genre d'État, fait sa loi. Moi, sur les États-Unis, c'est un peu de l'actu aussi. Pour les sportives et les sportifs qui nous écoutent, hier soir, vous avez peut-être entendu ce témoignage de Jason Collins, donc pivot américain qui joue aux Wizards de Washington, qui est le premier joueur qui a dit, qui a assumé, moi je suis noir et je suis gay, et derrière il a été félicité par tout le monde, et notamment par la famille Barack Obama. Non, mais famille de Barack certes, Obama. mais je veux dire, le fait que cette loi elle soit passée dans un État, ça veut dire qu'ils essayent aussi de la faire passer dans d'autres États, et ça veut dire que s'ils ont des liens avec la France, ils peuvent aussi pousser ceux qui sont les représentants des anti-mariages gays en France
à faire passer des décrets. Et c'est ce qu'ils font en ce moment. Il y a déjà 3 décrets qui ont été proposés au Conseil d'État pour revenir sur ce mariage qui a été accepté très récemment. Les gens ne sont pas confrontés, peut-être ne connaissent pas beaucoup de gays, ne sont pas confrontés au milieu gay. Et c'est beaucoup d'ignorance, je pense. Les gens ne savent pas, ne voient pas et se font beaucoup de clichés, je pense, qui sont encore bien présents. Voilà, un petit témoignage. Et Pierre a envie de nous parler chiffres. Ouais, je pense, parce que je pense que en France, c'est surtout par pan entre guillemets de la société. Il y a des personnes, il y a des milieux qui sont à mon avis beaucoup plus homophobes que d'autres. On va parler par exemple pour de l'actu qui est tombé aujourd'hui, toujours pour les sportifs et les sportives, ça c'est un peu mon domaine. Je sais pas si vous avez vu, il y a eu des chiffres comme quoi le monde du sport et notamment le monde professionnel serait beaucoup plus homophobe que le monde amateur, notamment quand on voit qu'il y a 41% des joueurs pros qui seraient hostiles envers des homosexuels qui pensent que c'est qu'à la limite qu'ils n'ont rien à faire dans l'équipe. Et c'est encore plus important si on prend sur les jeunes, donc le centre de formation, où là c'est carrément 1 sur 2 qui a des pensées hostiles envers les homosexuels. Donc là, en plus, ça touche à une question un peu d'éducation, puisque dans les centres de formation, il n'y a pas que, c'est pas que du sport, c'est aussi la façon dont ils les éduquent, l'apprentissage de règles et de normes. Donc je pense que c'est des milieux là comme ça et qui sont en plus visibles. Le monde du sport, c'est quelque chose qu'on voit le plus à la télé. Donc malheureusement c'est ce genre de milieu qui à mon avis induisent et influencent de plus en plus de personnes qui fait que la société devient un peu plus homophobe, je trouve. Petite pause musicale peut-être. Quel est le titre ? Alors c'est Petit PD de Renaud. Voilà, c'est une musique qui, je trouve, représente bien la façon dont les gens peuvent très mal accepter l'homosexualité. Oui, c'est ça. T'as quitté ta province coincée sous les insultes, les colibés, le mépris des gens du quartier et de tes parents effondrés. À 15 ans, quand tu as découvert ce penchant, paraît-il pervers, tu as annoncé à ta mère, j'imagine bien la galère, petit PD. T'aurais été noir, pas de lézard, besoin de l'annoncer à personne, mais c'est franchement une autre histoire que d'avouer j'aime les hommes. C'est pas de ta faute, c'est la nature, comme l'a si bien dit Aznavour. Mais c'est quand même sacrément dur à l'âge des premiers amours, petit PD. Toute sa vie à faire semblant d'être normal comme disent les gens, jouer les machos à tout bout de champ, garder ton secret d'enfant. Dans le petit bled d'où tu viens, les gens te traitaient pire qu'un chien. Il fait pas bon être pédé quand t'es entouré d'enculés, petit pédé. Dans ce ghetto un peu branché, tu as commencé à t'assumer. Pour tous les homos débarqués, tu étais un enfant perdu. Tu as été bien vite adopté, même si c'était pour ton cul, petit PD.
l'impression que t'es protégé de ce mal qui a emporté tant de tes potes. Face à ce virus infernal, ne sortez jamais sans capote, petit pédé. Bientôt tu trouveras un mec, un moustachu ou un gentil. Alors tu te maqueras avec pour quelques jours ou pour la vie. Rêverais peut-être d'un enfant, y'en a plein des orphelinats. Sauf que pour vous, papa, maman, c'est juste interdit par la loi. Petit pédé. Oui, donc on repart dans notre débat. Merci Renaud pour cette agréable chanson. Même si aujourd'hui, le mariage entre deux femmes et deux hommes est maintenant dans la loi. Donc ça, c'est super. Mais je me posais quand même comme question, comment lutter contre l'homophobie aujourd'hui? Donc on va écouter un petit témoignage d'une personne qui nous donne son point de vue. Comme en Hollande, c'est-à-dire durcir les lois contre l'homophobie. Voilà, je pense que de toute façon aujourd'hui, pour que les mentalités changent, il faut taper dans le porte-monnaie, c'est malheureux mais c'est comme ça. Donc augmenter les amendes, augmenter les peines contre l'homophobie, voilà, tout simplement. Donc voilà, par exemple, qu'en penses-tu Sarah, toi Alors, là, ce qui était dit là dans le petit témoignage, c'est plutôt de la lutte contre les conséquences, j'ai l'impression, en fait, les conséquences de la discrimination, de l'homophobie. Pour faire de la prévention, en fait, le moyen, à mon avis, le plus efficace, c'est de prendre à la source. Et tout à l'heure, Pierre, je crois que tu parlais d'éducation. Et nous, c'est un peu ce qu'on fait, puisqu'on fait des interventions au milieu scolaire. Donc, on en fait au collège, à partir de la 4e, jusqu'à la terminale. On peut en faire dans les centres sociaux, etc. Toutes les structures, en fait, qui accueillent des jeunes. Et maintenant, on en fait même à l'école primaire. C'est-à-dire sur les enfants qui sont à peu près au CM2. On a des modules d'intervention et là on va faire de la prévention. C'est-à-dire que sans forcément mettre des mots sur ce qu'est l'homosexualité, etc., on va leur montrer un petit moyen métrage sur l'homosexualité. On va essayer de les faire dessiner, de les faire s'exprimer sur le sujet. Et avec les collégiens et les lycéens, alors là on y va carrément, on parle d'homosexualité, on parle de transidentité, on parle de bisexualité, voilà, avec les collégiens et les lycéens. Et ça pour moi c'est plus de la prévention, c'est aller vers les jeunes pour faire effectivement de l'éducation. Est-ce que la véritable solution n'est pas le temps ? Laisser le temps aux gens de s'habituer, comme le féminisme aussi, qui est un gros débat en ce moment. Laisser le temps aux gens de s'habituer à ces... Karim. Alors, moi, je veux rebondir tout de suite. Mais vraiment, genre tout de suite. Tu poques là. Ah ouais, non mais là, je peux même pas. Je me suis posé la même question avec mes parents. Et la réponse est que si on ne bouge pas, ils ne bougeront pas non plus. C'est-à-dire que si tu restes sur ta position en disant on va attendre que par la magie du Saint-Esprit les gens seront plus ouverts, plus tolérants, plus instruits, c'est faux. Il faut se bouger, il faut y aller, et face en plus à des comportements aussi violents, parce que là du coup on a la preuve que du coup c'est vraiment un problème pour certains, et que, enfin pour certains, pour beaucoup, au contraire c'est le moment de justement de notre côté aussi frapper fort. Et quand je dis frapper fort, c'est pas frapper aussi, c'est pas faire preuve de puérilité comme certains peuvent en faire preuve en face, mais c'est effectivement comme tu disais au niveau de l'éducation, c'est communiquer, c'est s'affirmer aussi, parce que bon c'est bien d'être pacifique et d'être doux, etc., mais il faut pas hésiter aussi à dire ce qu'on pense, à s'affirmer, à s'exprimer librement et à répondre aussi. Donc ça passe aussi, je pense, par des sanctions, ça passe par un réel investissement aussi de l'État et de la justice. Donc ouais. Pierre, tu voulais réagir ? Ouais, moi je suis pas d'accord avec toi, Geoffrey. Je pense que si on laisse le temps au temps, à un moment donné, il faut lui forcer la main. Donc ça passe, à mon avis, par une éducation, mais une éducation de masse carrément. Enfin, quand on voit aujourd'hui le nombre d'heures passées par les enfants devant la télé, ça après c'est bien ou pas bien, mais quitte à ce qu'ils regardent la télé, autant qu'ils regardent des choses utiles. Donc faire des clips, des courts-métrages, etc. Pour normaliser, entre guillemets, voilà.
Voilà, pour normaliser l'homosexualité, ça passe aussi pour les ados. Tout le monde non, mais la plupart d'entre nous, on a un Facebook, voire un Twitter. Donc voilà, sur Facebook, on voit circuler des fois plein de conneries. Voilà, quitte à voir des conneries, autant mettre des choses utiles. Donc voilà, faire des affiches pour expliquer que non, l'homosexualité c'est pas une maladie mentale, c'est pas Depuis quand Depuis 1992. Ouais. Ou 90. Ou 90 suivant. Ça va très bien par là. Donc voilà, ce qui est quand même au passage assez grave que l'OMS enlève l'homosexualité comme maladie mentale depuis seulement 20 ans. Mais bon, ça c'est un autre débat. Bravo. Donc voilà, une communication de masse, pour moi, il y a que comme ça, et des peines de prison pour les actes violents, genre les ratonnades, etc. Voire vraiment, peine de mort, hein, je pense qu'on peut aller jusque-là. Non, pas la peine de mort non plus, mais mettre des grosses peines de prison et de la prison. On peut les appliquer déjà. Voilà, on peut les appliquer. C'est de les appliquer. Parce qu'il y a des lois en fait. Les chiffres pour la prison Alors en fait, c'est des circonstances aggravantes si on caractérise l'agression avec, par exemple, des insultes homophobes. Là, on caractérise l'agression. Et donc, ça peut faire 2 ans de prison en plus de l'agression traditionnelle. Et je crois que c'est 45 000 € d'amende en plus. Et l'insulte homophobe toute seule, c'est 6 mois de prison et 22 500 € d'amende. Sauf que c'est au plus, évidemment. Et que dans c'est rarement faits, c'est rarement appliqué, tout court en fait. Hein. Ouais. Ça peut être un rappel à la loi. S'il y a eu que des insultes, c'est un rappel à la loi, hein, clairement. Donc on l'aura compris, pour lutter contre l'homophobie, il faut faire de la prévention et il faut appliquer les peines telles qu'elles devraient être. Et si vous voulez vous attaquer à des homosexuels, faites un devis. Et la dernière chose aussi en tant qu'homosexuel, c'est de s'affirmer auprès même de son entourage, parce que la plupart du temps, on peut avoir des surprises. Le fait de dire, moi je l'ai dit à mes frères, et pourtant voilà, je le dis, voilà, je suis noir, mes frères sont blacks, et on pourrait croire effectivement que la culture africaine est généralement quand même assez fermée. Et ils étaient morts de rire, c'était là, ouais, on était déjà au courant, il fallait nous le dire beaucoup plus tôt. Du coup maintenant, voilà, il faut vraiment pas hésiter à communiquer et à le dire à son entourage. Ça peut déjà ouvrir pas mal de conscience et pas mal d'esprit. Donc à propos de la culture africaine, justement, c'est-à-dire qu'en fait en Occident, on se dit en Afrique, ils sont pas du tout tolérants là-dessus. Bon, il faut quand même savoir qu'en Afrique du Sud, le mariage entre homosexuels est autorisé. Oui, c'est l'Afrique du Sud. Déjà, c'est très différent. Il y a eu un article quand même avec un jeune qui est quasiment mort à l'hosto parce qu'il était dans un camp pour apprendre aux jeunes hommes efféminés à redevenir des hommes. Voilà. C'était ça, et donc il est à l'hosto. Donc une fois de plus, la loi est très très loin de la réalité et de voilà. Et donc, est-ce que tu peux nous en dire plus ? Est-ce que tu sais, toi, ce qui se passe en Afrique ? Moi, je sais qu'il y a une intolérance, ça c'est clair et net. Et ce qui est d'autant plus grave, c'est que autant à l'école qu'au sein même des familles, on apprend tout simplement, quand tu grandis, on te répète effectivement que c'est une maladie, c'est une tare, qu'il faut surtout pas être comme ça, que c'est la pire des choses, et oui, c'est clair et net. Et même au niveau, comme tu dis, du côté féminin, etc., moi je sais que j'ai toujours un style assez spécial, si on peut dire ça comme ça, et dès que tu t'habilles pas comme un rappeur américain, voilà, t'es un PD, que ce soit vrai ou pas, voilà, on te traite de PD, c'est comme ça. Donc il faut s'affirmer en tant que mâle, il faut s'affirmer en tant qu'homme viril, machin. Donc, et je pense effectivement que c'est d'autant plus affirmé dans ces pays-là, oui. Et toi, tes parents sont originaires de quel pays, ou toi ? Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Donc ça se passe comme ça en Côte d'Ivoire ? Ça se passe comme ça en Côte d'Ivoire, et je pense que c'est loin d'être le pire des pays, parce que la Côte d'Ivoire est quand même assez touchée par les mœurs et par l'actualité française, puisque anciennement colonie française. Donc effectivement, il y a pas mal de gens déjà en Côte d'Ivoire de notre âge qui voyagent énormément et du coup qui s'ouvrent un peu plus, je dirais, à tout ça. Maintenant, vous allez dans des pays un peu plus pas reculés, mais où effectivement il y a moins cette influence occidentale, et là effectivement c'est beaucoup plus grave. Là, j'ai en tête le Cameroun, qui a eu le journal international avait fait un article dessus. Non, mais c'était surtout au Cameroun. Il me semble que 2 personnes, donc 2 hommes, s'étaient avoué leur amour, et pendant un marché s'était fait lapider, me semble-t-il. Donc il y en a qui a eu 5 ans de prison et l'autre est mort.
Oui, il y en a qui sont encore emprisonnés là, à l'heure actuelle pour avoir écrit un texto d'amour, une déclaration d'amour en disant je vous aime, un truc comme ça, qui est actuellement en prison en attente de jugement, puisque là-bas c'est un délit. On encourt 5 ans d'emprisonnement et 200 000 francs CFA d'amende au pire, parce qu'on est homosexuel, parce qu'on a eu des pratiques ou des relations homosexuelles précisément. Pierre, tu voulais réagir, toi ? Là, ça montre clairement que les pouvoirs politiques, et je pense pas au niveau national, mais au niveau supranational, je pense à l'ONU, le G8, le G20, même s'ils n'ont pas un pouvoir décisionnel, je pense qu'aujourd'hui, ils ont des armes pour menacer clairement ces pays-là. Leur faire comprendre que aujourd'hui faire de la prison ou payer 200 000 francs CFA, comme tu viens de dire, Sarah, d'amende parce que t'es homosexuel, c'est scandaleux. Et je pense que là-dessus, j'ose espérer que les pays entre guillemets puissants vont prendre conscience de ça et vont commencer à taper du poing sur la table. Il y a encore une dizaine de pays dans le monde où c'est la peine de mort en fait. Oui, encore pire que ça, oui. Voilà. Et Karim, le mot de la fin ? Le mot de la fin, il faut se sortir les doigts du cul, s'affirmer, gueuler et surtout se battre, parce que comme on l'entend, c'est loin d'être fini, c'est loin d'être la fin, donc vraiment se mobiliser, se battre, aller jusqu'au bout. Et c'est pas uniquement une question d'homosexualité en fait, ce qu'on comprend pas, c'est une question de liberté, parce que il y a quelques années c'était les noirs et puis avant c'était d'autres, et aujourd'hui c'est l'homosexualité, et demain ça sera autre chose. Donc en somme, quand on se bat pour la liberté, pour l'égalité, on se bat pour tout le monde et jusqu'au bout. Voilà. Eh bien c'est super, merci Karim, merci à Sarah, merci à Pierre, à Geoffrey. Et en parlant de se sortir les doigts du cul, on va tout de suite écouter le billet d'humeur du Lyon Bandit Blog. Est-ce que c'est la peine de courir autant pour des gens qui avaient une putain de grande gueule et les doigts bien plantés dans le cul ? Derrière le pote gay qu'on a tous, est-ce qu'il y a une peur de l'homo ? On va poser la question dans un autre sens. Est-ce que la société a su passer par-dessus l'homophobie ? Derrière ou par-dessus ? Comment est-ce que l'on évolue face au phénomène ? Les récents événements prêtent à confusion. On a pu voir sur une pancarte du grand défilé de manifestants anti-mariage gay un père, une mère, mais pas de tante. Alors par tante, on a bien compris la référence à la tentouse. Bref, somme toute, l'interrogation initiale de ce débat se pose finalement dans le sens suivant. Y a-t-il une montée de l'homophobie ? Déjà, on ne peut pas donner la réponse sans l'ébauche d'une définition. Alors ouais, c'est scolaire, mais nécessaire. On va tenter de démarrer avec un même bagage épistémologique. Alors dans le sac, on y met la phobie, du grec phobos, la peur, et bien sûr homo pour semblable, utilisé comme préfixe pour homonyme et homogène, bien qu'en général, c'est plutôt le diminutif d'homosexuel. Le terme nous vient également de chez les Grecs, et cette précision coïncidente n'apporte aucune valeur ajoutée aux préjugés. Donc, si homophobie signifie littéralement la peur des homos, par ricochet, l'homophobe est un peureux ? C'est quoi ces raccourcis et cette définition à la con ? L'homophobie, c'est surtout une affaire de haine. Tu vois un homo ? Tu frappes. Avec cette violence, qu'elle soit physique ou verbale, le problème ressemble à toutes les formes de discrimination ou de racisme. Et surtout, ça s'exprime toujours par des tonnes de petits clichés qui disent « les homosexuels sont ci, tout comme les femmes sont ça ». Pourtant, ce n'est pas de la haine que de dire que quelqu'un est ci ou ça. Juste, si tu peux pas être embauché, parce que tu es de telle tendance, ou que tu es jugé et que l'on t'honore de jolies petites blagues quotidiennes, c'est discriminant. Un mec hétéro dira sûrement qu'il y a l'inverse aussi. Bah ouais, c'est dur de rentrer au ping si tu n'es pas homo. Comment fait-on pour être absolument certain de ne pas être recalé à l'entrée alors ? Il faut user de tous les clichés du monde gay et lesbien ? D'ailleurs, si on reste sur les idées reçues, il y a celle-là. L'homosexualité vient d'une aversion pour le sexe féminin. Entre nous les mecs, il vous est jamais arrivé d'avoir une attirance pour quelqu'un du même sexe ? Ce n'est pas avoué pour ne pas remettre en cause votre virilité ? Pourquoi les hétéros masculins ont une aversion pour les homosexuels ? Justement, parce que ça remet en cause la virilité. C'est comme la femme, inférieure à l'homme. C'est une question de virilité. La même raison pour laquelle les homos sont considérés comme des gonzesses. C'est ça l'insulte d'enculé, dans un rapport de dominant-dominé. Ce n'est pas la majorité, vous me direz, mais ce n'est pas parce que certains homos ont une aversion pour les femmes qu'on doit tous les condamner à être des misogynes. Pour autant, on ne met pas tout le monde dans le même sac. Si l'on revient aux manifestants anti-mariage gay, c'est la même.
La définition sur les homophobes a beau être ajustée, maintenant, il faut distinguer ceux qui les détestent viscéralement de ceux qui n'acceptent pas cette loi. La morale ambiante dans les cortèges reprend souvent le sentiment de peur, genre la crainte que cela devienne une façon légale de détourner la filiation des enfants. C'est là qu'est le débat. Que vont devenir les enfants procréés artificiellement ou à l'aide d'une mère porteuse ? Devra-t-on nier leurs origines biologiques ? Ça peut créer des troubles, quoi qu'on en dise. Et ça, c'est déjà une réalité pour les personnes adoptées. Cela va donc bien plus loin que les seules réflexions sur l'absence d'un autre modèle, un référent du sexe opposé. Il y a un débat sur un modèle de famille à venir et qui a déjà connu de grands changements. Alors, est-ce que l'on n'agiterait pas le drapeau de l'homophobie dès que quelqu'un s'oppose au mariage pour tous ? Il y a eu quand même de sérieux dérapages. On pourrait peut-être appeler ça le syndrome de Dieudonné. On veut le condamner ou lui jeter la pierre, mais il formule ce que certains pensent tout bas. On le stigmatise, mais il est aussi un révélateur de notre société. C'est pareil pour le débat autour du mariage pour tous. Les politiques ont pris la parole de façon virulente pour s'y opposer. Ils ont légitimé le passage à des actes violents, physiques ou verbaux. Mais plus qu'une montée de l'homophobie résumée à quelques faits divers, aussi condamnable soit-il, l'essentiel revient à une libéralisation du discours. D'ailleurs les gars, puisqu'on y est, vous avez fait le calcul ? Si vous épousez une fille de couple lesbien, ça fait combien de belles-mères ? On remercie Naïma Roussi pour cette chronique qui était, ma foi, très intéressante. Chronique du LBB. Après cette chronique, on va rapidement faire une dernière chronique. Une chronique associative, puisque c'est Mélina Lemonaris, membre d'Esprit Critique, qui va nous présenter l'agenda des assos. Et membre Bonjour à toutes et à tous. On commence tout de suite avec l'association En Plastique de l'ENS. L'école laisse carte blanche à ses élèves pour son exposition annuelle sur le site René Descartes. Le thème proposé, le rire. Découvrez dessins, photos, sculptures et créations sonores des jeunes artistes de l'ENS jusqu'au vendredi 3 mai. On poursuit avec les musicos font leur show, proposé par la Rotonde INSA. Le concert aura lieu ce jeudi 2 mai à partir de 19h30 sur le campus de la Doua. Au programme, chansons françaises, jazz, rock, folk, mais aussi pop. On continue avec Rancard et une adaptation de la pièce La Maison de Bernarda Alba de Federico Garcia Lorca. Les représentations auront lieu au centre social de Cusset à Villeurbanne tous les soirs du jeudi 2 au dimanche 5 mai au tarif unique de 5 €. Réservation indispensable sur le site www.rancard.fr. Je donne maintenant rendez-vous à nos amis les geeks vendredi 3 mai à la nuit des tournois qui aura lieu à la boulangerie du Prado dans le 3e arrondissement de Lyon. Au programme, des tournois de Super Nintendo et GameCube. Ouverture des portes à 20h30. On poursuit avec un atelier débat sur la transition énergétique mené par L3DD et le REFED. Il aura lieu lundi 6 mai de 18h à 20h à la Manufacture des Tabacs. Inscription obligatoire à l'adresse mission.dd@univ-lyon3.fr. On termine avec les ateliers médias d'Esprit Critique. Lundi 6 mai à la Maison des étudiants, retrouvez un atelier sur la photo qui aura pour thème la prise de vue. Envoyez votre inscription à l'adresse espritcritique.jeune@gmail.com. C'est tout pour cette semaine. Merci de nous avoir écoutés. Vous savez maintenant quoi faire. Bonne soirée à toutes et à tous sur Radio Canu. Et merci Mélina Lemonaris. Voilà, c'est la fin du complexe du Corbeau. Vous pourrez nous retrouver dès lundi de 17h à 18h en direct en live. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook, le complexe du Corbeau, et sur Twitter avec LCDC5. Oui, mais le 5, on ne pouvait pas l'enlever. Donc voilà, à lundi. Je souhaite que la Providence veille sur la France, pour son bonheur, pour son bien et pour sa grandeur. Au revoir. D'accord, faisons comme ça. Ravi de t'avoir revu, l'ami. Le complexe du Corbeau, tous les lundis de 17h à 18h sur Radio Canu. Putain, on a oublié la phrase choc.
Dépêche-toi, tu bouges plus. Tu bouges plus. Et casse les mains, voilà. Bougez plus. Qu'est-ce que j'ai fait? Derrière, bougez plus. Je suis le papa. Je suis le papa.